Bonjour Nora. Oui, bonjour. Merci de nous recevoir ce matin. Et vous avez tout à fait bonne mine, c'est déjà une bonne chose, mais pourquoi est-ce que vous avez laissé pousser la barbe? Vous ressemblez tout d'un coup à Wahhabite. Pourquoi ce changement de look? Eh bien, des fois, il faut changer le look. C'est pas parce que j'ai mes barbes que je dois ressembler à un wahhabite ou à un taliban. Quand bien même que aujourd'hui je suis musulman, j'aime vraiment ma religion. Certes, le look en fait foi, mais à être extrémiste religieux, ça est loin d'être. J'aime bien mon look comme ça ces temps-ci. Et on espère vous revoir comme ça la prochaine fois, ou bien vous laisser le look comme ça pendant un bon moment. C'est Peut-être désormais jusqu'à le look qu'il faut retenir. peut-être jusqu'après les élections. Mais quand on sait Et, bien même que Alpha... et je pense que si l'UFR gagne les élections, je vais laisser tomber mes barbes comme, comment on appelle ça, le Mola Omar... le Mola Omar ou bien... Mais est-ce pas une provocation quand on sait qu'Alpha Condé, il y a quelques jours, a condamné, a décidé de s'en prendre à Boko Haram à Dakar? Est-ce que ce n'est pas une protestation par rapport à ces propos d'Alpha Condé? Non, non, je ne suis pas Boko Haram, moi. Je suis loin de la philosophie Boko Haram ni les actions de Boko Haram. Si le chef de l'État a critiqué Boko Haram, c'est dans son bon droit. Mais je pense que ce que je ne souhaiterais pas, c'est vraiment que la Guinée se mêle de ça. Ça, franchement, je ne veux pas parce qu'il ne faut pas que des agissements de ces extrémistes-là viennent troubler la quiétude de nos populations. Vous voyez ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, au Tchad, où des kamikazes viennent se faire éclater, n'est-ce pas, dans des lieux publics. Donc il faut préserver la vie de nos populations. Je souhaite que le chef d'État s'en tienne à la condamnation, n'est-ce pas, mais pas à l'envoi de nos militaires, ni à s'immiscer dans cette guerre vraiment qui ne nous concerne pas. Ok, Honorable Baïdi, revenons à l'actualité guinéenne. Vous connaissez Honorable Baïdi, très bouillant sur les médias. Ces derniers moments, on a constaté que vous n'êtes pas très présent. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, je ne suis pas présent, pourquoi? Parce que vous ne me voyez plus entendre parler. Vous ne dénoncez pas Alpha comme vous le faisiez avant? Non, mais écoutez, Est-ce que c'est dû au fait que vous avez rejoint? Non, 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 attendez. Attendez, je finis. Vous dites que je ne parle pas. Mais, franchement, je parle quand il faut parler. Je ne dois pas parler n'importe comment. N'est-ce pas? S'il y a des sujets brûlants à dire ou à discuter, ben je vais en parler, je vais en discuter. Mais pourvu qu'il y a quelqu'un qui vient te demander ce que tu en penses. Il ne faut pas dire seulement que M. Baïdi ne parle plus. D'abord, il y a le fait que je n'étais pas là, j'étais à l'extérieur. Mais deux, ces derniers temps, j'ai beaucoup évolué par rapport à ce qui se passe dans notre pays, par rapport à ma vision des choses. Ces derniers temps, honnêtement, je vais vous dire ce que je ressens. C'est que je suis vraiment déçu du débat politique actuel. Je suis vraiment déçu de la manière dont la classe politique, n'est-ce pas, se comporte par rapport à la situation de notre pays en général. J'ai l'impression que nous avons vraiment raté notre... Et on est descendu dans des débats de caniveau qui n'ont rien à voir avec l'impératif commun et l'impératif principal, qui est de prendre en considération l'intérêt supérieur de nos populations après ces multiples problèmes d'Ebola et consorts. Le débat est devenu un débat d'extrême violence aujourd'hui où il n'y a plus de place au raisonnement, à la tolérance, il n'y a plus de place vraiment à ce qui devrait être le comportement du politique, c'est-à-dire dialoguer, voir comment vraiment sortir le pays de la situation dans laquelle il se trouve. Et face à cela, et à la suspicion dont aujourd'hui fait preuve cette classe politique, où on confond tout le monde, c'est-à-dire on suspecte tout le monde, et puis en plus de ça, il n'y a pas de
confiance entre les politiciens. Face à de telles situations, moi je prends un recul et je réfléchis énormément sur la manière dont il faut entrevoir vraiment ce que ça doit être débat pour l'UFR dans le cadre de ces élections-là. Il faut qu'on relève le niveau du débat, il faut qu'on amène vraiment, comment dirais-je, la classe politique à prendre en considération que l'intérêt des populations, qu'à prendre en considération, n'est-ce pas, l'intérêt supérieur de notre pays. C'est ça aussi le politicien, avant d'être partisan, le politicien d'abord est nationaliste et patriote, parce qu'on défend notre pays à travers, c'est-à-dire notre projet de société et la vision qu'on veut de la société guinéenne. À vous entendre, c'est un cri de désespoir. Ça veut dire que vous n'avez rien à proposer aujourd'hui, vous êtes découragé, vous n'avez rien à proposer. Mais face à cette situation, je dis aujourd'hui qu'il faut vraiment relever le niveau du débat. Et je pense qu'aujourd'hui, l'UFR sort du lot par rapport à cette situation. Parce que je pense que non seulement on est en retrait de cette de ce débat communautaire, et mieux que ça, nous sommes vraiment aujourd'hui à même de proposer quelque chose de mieux à nos populations, au cadre et élites de ce pays, n'est-ce pas? Donc franchement, je pense qu'il faut aller dans ce sens en termes de communication et puis aussi en termes de sensibilisation. Donc ce que je propose et c'est sur quoi je suis en train de réfléchir aujourd'hui, c'est en fait proposer, n'est-ce pas, à l'UFR, c'est-à-dire au bureau politique et au président Sidia Touré, n'est-ce pas, ma façon de voir les choses et voir comment il faut faire évoluer le débat au sein de la classe politique et puis sortir de tout ce qui est débat extrême, comme maintenant, vraiment on le voit très malheureusement, n'est-ce pas, sur aujourd'hui le contexte politique. Bien, honorable, des rumeurs courent aujourd'hui que vous êtes ami avec Alpha Condé. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce qu'il y a du mal à cela? Est-ce que c'est cela qui amène aujourd'hui le citoyen lambda à penser que l'UFR est proche de RPG? Non, mais pourquoi on dit des choses pareilles? Parce que Boaïdia Riboson est très, ou peut-être en contact avec tout. Je suis militant de l'UFR et membre du bureau exécutif. Mes relations avec Alpha n'ont rien à voir avec, n'est-ce pas, la position du parti. Si avoir contact avec Alpha ou bien parler avec Alpha veut dire que nous avons pris armes et bagages, n'est-ce pas, et nous sommes allés à, comment on appelle ça, au RPG, ça veut dire que beaucoup de leaders aussi doivent être considérés comme ça, puisque Alpha parle avec pas mal d'entre eux, hein. Il rencontre pas mal d'entre eux, et puis mieux que ça, il y a aussi le fait que Alpha est le président, le chef de l'État. Quand il veut parler à quelqu'un, il en a le droit. Et quand il veut discuter avec quelqu'un sur les problèmes d'intérêt nationaux, n'est-ce pas, il en a le droit. Ouais. Maintenant, ceux qui voient pour ça... répondre concrètement, non, ceux qui voient ça autrement, c'est leur façon de voir les choses. Pour le moment, on est à l'UFR. Pour le moment, on n'a pas eu de déclaration dans ce sens. Pour le moment, notre position n'a pas varié. Et pour le moment, nous n'avons pas non plus, comment dirais-je, constaté de départ de l'UFR pour la mouvance, plutôt beaucoup plus d'arrivées, et puis des arrivées de qualité. Ça veut dire que l'UFR est un parti qui sait faire le discernement. On sait parler à nos adversaires politiques sans changer de discours, sans renoncer à notre conviction, sans aussi vraiment faire une transhumance politique, comment dirais-je, qui soit, 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 comment dirais-je, qui
comment dirais-je, passagère, qui ne reflète pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire la défense des valeurs républicaines qui incombe aujourd'hui à chacun des membres de notre parti. Donc franchement, moi je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ce débat-là. Donc en clair, le l'UFR aujourd'hui, non, attends, écoute. C'est des partis de non, l'UFDG. pas du tout, Voilà. pas du tout. Écoutez, il faut faire le discernement, il faut faire, comment dire, la part des choses. Ce n'est pas l'UFR qui parle avec, comment dirais-je, le RPG, ni c'est pas l'UFR qui parle avec le président Alpha Condé. C'est Baïdi Haribo qui a un bon rapport avec le président Alpha Condé. Ça, c'est depuis 1993. Encore une fois, je dis à qui veut l'entendre que je connaissais le président Alpha Condé depuis très longtemps. Cela dit, il y a eu un moment où nos rapports n'étaient pas à un bon niveau. Et aujourd'hui, ici, vraiment, on continue à parler dans le bon sens, c'est pour le bien du pays. Et cela dit que c'est pas en parlant avec lui ou en ayant des contacts avec lui que nous quittons l'UFR ou que l'UFR, comment dirais-je, ou l'UFR déjà en alliance avec le RPG. Donc franchement, si c'est ça, je pense que beaucoup de partis aujourd'hui qui sont de l'opposition doivent être catalogués comme étant des partis qui ont déjà rallié le RPG. Et puis mieux que ça, c'est pas un tabou de parler avec le président de la République. Et puis mieux, si le président Alpha Condé, même particulièrement, c'est-à-dire si le président Alpha Condé a l'estime pour moi, ben, je n'ai pas, comment dirais-je, sollicité ni demandé ça. Pas le refouler. Non, voilà, c'est ça, je n'ai pas demandé ça. Si d'autres ne bénéficient pas de cette chance que moi, ben, alors, tant mieux, ils peuvent aller vraiment prier Dieu pour qu'ils soient comme moi. Voilà. Maintenant qu'on est clair là-dessus, honorable, vous savez qu'après avoir fait des pieds et des mains du côté du Parlement, en ce qui concerne le dialogue politique, une nouvelle proposition vient d'être faite par le gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la même proposition, il n'y a pas eu de nouvelles. C'est cette fois-ci, il y a la volonté du gouvernement. Non, pas de volonté. Ces propositions du gouvernement, c'était les propositions qui ont été rejetées par l'opposition, n'est-ce pas, et qui n'a pas voulu entériner lors des dialogues avec la communauté internationale. Je crois que le gouvernement a réitéré, et puis le gouvernement est allé plus en avant parce qu'il veut mettre l'opposition à pas forcer pour la concrétisation de sa proposition à l'opposition par rapport au point de discorde du dialogue. Donc, quelle est votre position? Non, moi je pense que, honnêtement, il faut relancer le dialogue, cette fois-ci directement avec le président Alpha Condé. Ça ne sert à rien de partir au palais et jouer un peu au m'as-tu vu, mais comme si c'est lui qui est à la fois le grand patron de la mouvance et chef de l'État, et puis il est le patron de l'administration guinéenne. C'est à lui vraiment de voir comment vraiment donner un tempo à ce dialogue. Et moi je propose à ce que l'opposition rencontre le chef de l'État et puis à travers, comment on appelle ça, ses leaders, pour vraiment expliquer au chef de l'État les vrais problèmes qui sont liés à... Cela a été déjà fait par là. Non, non, il n'a ça. C'est-à-dire, il y a eu... cette proposition? Non, pas par rapport à la proposition. La première rencontre, c'était par rapport à c'est-à-dire à la relance du dialogue. Et les points n'étaient pas discutés. Mais aujourd'hui, nous avons discuté les points. Nous sommes arrivés à un blocage. Je pense qu'avant toute chose, il faut aller le voir pour ne pas que demain, ils disent que vraiment, il n'est pas au courant de ce qui se passe, ou qu'on ne l'a pas consulté, ou qu'on n'a pas discuté avec lui, pour voir comment faire évoluer ce dossier sur certains points et faire en sorte que le dialogue aboutisse et que nous signons, comme on appelle, nous partons aux élections dans un cadre apaisé.
Oui, on a dit, ça fait plus d'un an que nous sommes dans ce processus de dialogue-là. Aujourd'hui, on est à 2 mois des élections, peut-être à 1 mois de l'ouverture de la campagne. Tout à fait. Vous pensez qu'on peut obtenir quelque chose du gouvernement Alpha aujourd'hui? Oui, on peut. Déjà, on a obtenu. Sur les délégations spéciales, on a obtenu. C'est-à-dire que nous avons demandé plus. Le gouvernement a dit qu'il ne peut pas aller au-delà de 28 ou de 30, je ne sais pas, ces mairies et délégations spéciales. Je pense qu'avant, il n'y avait rien. Vous comprenez? Donc, s'ils ont évolué sur ce point, et la porte n'est pas fermée, je pense qu'il y a encore possibilité, comme un maître, de sauver la paix civile dans ce pays. Le président de la République est le garant de cette paix. Aujourd'hui, il est mieux indiqué de préserver notre pays, n'est-ce pas, des problèmes d'instabilité, les problèmes de manifestation avec ses conséquences dramatiques sur nos populations. Parlons de manifestation justement. Non. Avec les populations, les conséquences néfastes sur les populations et sur l'économie, je pense que tant que le président ou le chef de l'État qui doit défendre son bilan, il doit être vraiment à même d'écouter, n'est-ce pas, l'autre partie de la classe politique pour essayer de trouver un compromis. Maintenant, si cela n'aboutit pas, je pense que l'opposition aura son droit, ou peut-être même devant l'opinion nationale et internationale, nous pouvons dire que aujourd'hui, il n'y a pas une autre alternative, n'est-ce pas? Vous pensez que l'opposition va trop vite en besoin quand elle annonce de vouloir pas du marcher tout. le 17? Non, pas du tout. Pas du tout. Par rapport au principe de la marche, non. Mais c'est par rapport à l'épuisement des différents recours que l'opposition peut utiliser à son sein. Parce que honnêtement, ces derniers temps, je pense qu'il n'est pas dans l'intérêt de tout le monde qui est toujours la marche, puisque, comme il l'a dit, on doit aller à des élections, il faut se concentrer sur ça. À moins que, n'est-ce pas, on décide de dire qu'on ne va pas aux élections et qu'on va boycotter. Mon autre question que je vais poser, c'est vrai que le pouvoir a évolué sur la question des délégations spéciales, mais il y a la question principale qui est la question du fichier électoral. Oui, mais le fichier ne peut pas être, à mon avis, le problème du fichier, je pense il a été réglé dans la salle. Tous ces problèmes-là étant débattus dans la salle, et que les 2 points qui étaient des points de discorde, il n'y avait plus le fichier dedans. Pour moi, l'entente sur le fichier, comment l'expertiser, comment éliminer ces déshydratats était déjà accepté, n'est-ce pas? Mon problème, c'était qu'il y avait 2 points à l'ordre du jour qui n'étaient pas réglés. C'était les délégations spéciales et le problème de la CENI. Donc, je pense qu'il ne faut pas rajouter, n'est-ce pas, d'autres choses encore pour bloquer. D'abord, essayons d'épuiser ces 2 points avec le pouvoir. Sur le fichier, encore une fois, c'est un processus qui est long, qui va jusqu'aux élections. Donc ce n'est pas en un seul jour. Si déjà le principe de l'expertise du fichier est accepté, l'assistance de la communauté internationale est acceptée, mieux que ça, la volonté aussi, ou peut-être la capacité des partis à aller contrôler, n'est-ce pas, tout ce qui est lié à l'application du fichier, à savoir l'affichage, la distribution des cartes et autres là, si nous arrivons vraiment à travailler dans ce sens-là, que le pouvoir le veuille ou pas, ramener ce fichier à sa dimension raisonnable. Bien. Et que l'affaire de Cancan ou de machin ne doit pas nous faire peur. Donc, soyez un peu clair sur cette manifestation annoncée du 17 de l'opposition. Quelle est la position des deux? Non, chaque parti doit examiner. Pour l'UFR, le 17, ce n'est pas bien indiqué, franchement. Déjà, nous avons notre convention le 22. Nos invités commencent à arriver, n'est-ce pas, le 18, le 17, le 18. Donc, rentrer dans un cycle de manifestation, ce n'est pas normal. Déjà que les autres partis ont fini leur convention. L'UFR se prépare pour sa convention. Moi, je pense que cette manifestation n'est pas aujourd'hui bien indiquée pour l'UFR et on doit le faire savoir. Est-ce seulement à cause de
Mais c'est important. À partir du moment où aujourd'hui nous ne sommes plus dans un cadre unitaire de l'opposition, eh bien, chacun pour soi, comme il a été dit, eh bien, l'UFR doit se concentrer sur ses intérêts. L'UFR doit regarder ses objectifs. L'UFR doit se préparer pour ces élections. Donc clairement, si on doit marcher le 17, l'UFR... Non, non, à mon nom, c'est-à-dire je parle pour le moment sous réserve de consulter le BE, mais personnellement, je ne vois pas d'un bon oeil que l'UFR participe à cette marche du 17. Bien. Une question. Vous avez tendance à laisser le pouvoir attendre la main, mais aussi à laisser l'opposition attraper cette main. Quand on parle bien sûr des propositions dernières du gouvernement. Mais est-ce que si tout cela n'aboutissait pas à quoi que ce soit, on irait jusqu'au boycott? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que... mais moi je pense qu'il est hors de propos pour l'UFR de boycotter ces élections. Il est hors de propos pour beaucoup de raisons, peut-être que je ne vais pas évoquer ici, mais je pense que ces élections-là, nous pouvons contrôler, n'est-ce pas, tout ce qui est déshydratat de la CENI, donc tout ce qui est, comment on appelle ça, possibilité de fraude. On a déjà une expérience sur ce que la CENI a fait en 2013. Nous connaissons les failles du système, nous connaissons comment on appelle ça, comment on appelle les fraudes se déroulent. Nous avons vu, il n'y en a pas 10 000 choses, 10 000 manières de frauder. Le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est de travailler à ce qu'on contrôle le processus électoral, n'est-ce pas, dans tous ces aspects, que ce soit au niveau du contrôle des bureaux de vote, n'est-ce pas, que ce soit au niveau de la centralisation, et que ce soit maintenant sur tous les aspects du processus électoral. Il faut qu'on soit vraiment, comment dire, alerte, et puis qu'on trouve des mécanismes de barricader, n'est-ce pas, comment dirais-je, les positions de notre parti. Mais pour nous, moi, je le dis, ça ne dépend que moi. Ça ne dépend que de vous, honorable, mais quand on sait que le président de l'UFR, il n'y a pas longtemps, sur un média, disait que si tout cela n'était pas pris en compte, il y a des risques de boycotter. Oui, mais c'est lui le candidat. Moi, je ne suis que un partisan de l'UFR et son secrétaire exécutif. Si le candidat qu'on a aujourd'hui ne peut pas aller aux élections, parce qu'il y a des déshydratats, la responsabilité lui revient. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas boycotter ces élections. Pourquoi? Parce que quelque part, je connais très bien les failles du système de la CENI et comment contrecarrer la fraude. Alors si nous avons vraiment des positions très intelligentes sur le processus électoral, nous pouvons contrôler ces élections de bout en bout. Le seul problème, c'est que la seule possibilité qui va rester maintenant au pouvoir, si c'est pour frauder, c'est peut-être réquisitionner les PV, les bureaux de vote et s'autoproclamer, n'est-ce pas, vainqueur, ce qui ne serait pas bien pour la stabilité du pays et pour l'image du pouvoir. Bien. Mais si c'est pour les élections, je pense qu'on a les moyens de les gagner en contrôlant le processus. Bien, honorable, sortons un peu du pays et allons-y du côté du Sénégal où le président de la République, le professeur Alpha Condé, a effectué une visite de 3 jours. Et lors de cette visite, il a eu à rencontrer les opérateurs économiques d'échelon, y compris Diallo Sadakaji, qui réside depuis un bon moment de ce côté-là, par exil forcé. Et du coup, on sent un certain rapprochement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose pour les deux. Si M. Sadakaji a décidé de soutenir le président Alpha Condé, il a ses raisons, n'est-ce pas? Il a, n'est-ce pas, ses motivations. Moi, je ne peux pas dire grand-chose sur ça. Mais comme c'est un ami, je le connais, c'est un homme qui est ouvert, que je connais très honnête. Si vraiment il a décidé aujourd'hui de se lancer en politique et de soutenir le candidat Alpha Condé, ce
C'est son bon droit. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il le fait pour des intérêts personnels? Parce qu'il a quand même des intérêts en Guinée qu'il faut protéger. Et depuis un bon moment, il est au Sénégal. Oui, mais ses intérêts, qu'ils soient blancs ou pas, ses intérêts sont toujours protégés. Quand je dis protégés, eh bien, Diallo Salaka, il fait toujours ses affaires. Maintenant, si sa sécurité était menacée en Guinée et qu'il avait décidé de rester en dehors de la Guinée, c'est tout à fait normal, c'est son bon droit. Maintenant, ce que je dis, et je répète, franchement, moi, comment dirais-je, les alliances politiques entre deux partis qui ne concernent pas l'UFR, ou peut-être les ralliements des personnalités qui ne sont pas de l'UFR, vraiment pour moi c'est non comment et je ne veux pas rentrer dans ces débats. Ok, l'actualité oblige, c'est le cas Ousmane Gawal. Tout récemment, on a suivi sur tous les médias ce scénario Gawal-Tané qui a accusé Gawal d'avoir agressé. Et on a vu au niveau, lors de la dernière réunion de l'opposition républicaine, l'UFR s'était solidarisé quand on a demandé à ce que toute l'opposition vraiment soutienne Stone. Le chef de cabinet du président Sidi Attal a demandé que l'UFR ne pouvait pas soutenir Gawal à la mesure. Oui, sur un plan moral, la position de l'UFR est justifiée, vous comprenez. Mais mieux que ça, je pense que il ne faut pas ramener ce débat aujourd'hui à polluer l'atmosphère politique dans notre pays. Je vais vous faire une révélation. C'est moi qui ai présenté Gawal à Tané. Je ne connaissais pas du tout. Vous comprenez? C'est à travers moi qu'ils ont eu des relations. Et ils sont devenus de très bons amis. Franchement. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé puisque je n'ai pas eu Tané ni Gawal pour me dire réellement ce qui s'est passé. Mais je veux qu'on ramène ce problème. Je veux qu'on ramène ce problème à une dimension purement Commettre balle à terre. amicale, privée. Et comme il a dit, qu'on mette balle à terre. C'est-à-dire que, oui, on a essayé de mettre ça sur un volet aujourd'hui de l'atmosphère politique ambiante sur ces questions. S'il y a eu, n'est-ce pas, coups et blessures, comme vous l'avez dit, la justice va le prouver, n'est-ce pas, puisqu'il semblait qu'il y a une plainte. Mais moi, en mon humble avis, ce que je peux dire comme conseil à ces deux amis, c'est vraiment de quitter devant les tribunaux et de régler ce problème à l'amiable entre amis, de faire une paix des braves. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a des problèmes de fond qu'on ne maîtrise pas. Sans parler avec Julde, sans parler avec Gawal, je peux comprendre en ce moment certainement psychologiquement dans quel état il se trouve. Gawal est un député de l'opposition, Julde est un homme d'affaires. L'un soutient, n'est-ce pas, la mouvance, l'autre est député de l'opposition. Mais il se trouve qu'ils sont de la même, presque de la même région. Vous comprenez? Donc, allez-y comprendre ce que ça va créer comme relation psychologique malsaine aujourd'hui au sein de cette famille des deux personnes. C'est pour cela que je demanderai aux politiques vraiment de se retirer de ce dossier et de laisser la justice, certes, faire son travail, mais s'il faut aussi atténuer le problème, que la justice tienne compte de l'avis des deux personnes, c'est-à-dire Gawal et Tané, s'ils veulent régler ça à l'amiable, que la justice, n'est-ce pas, leur donne cette possibilité. Pour moi, la justice doit être juste, mais pas
féroce. Vous avez dit que vous aimeriez que les politiques se retirent de cette affaire. On a entendu Cellou lors de son assemblée générale annoncer que tout l'UFDG, tous les députés de l'UFDG... Mais Cellou est obligé de le faire. Cellou ne peut pas laisser... Non. C'est-à-dire qu'il n'a pas... Attention, il n'a pas dit que Gawal va être... comment dirais-je? Gawal ne sera pas soumis à la procédure judiciaire. Il le fait par solidarité à son député, ce qui est tout à fait normal. Mais on aura pensé. Attendez, je finis. Il le fait par solidarité à son député, à un militant de son parti. Eh bien, il a le droit de le faire. N'est-ce pas? C'est pour cela, j'ai dit et je répète, il a pris la peine, d'après ce que j'ai appris, d'appeler, comme on appelle, Tané, et vraiment de présenter les excuses de son... Il faut que vous soit dit sur les grandes gueules que Cellou n'appellera jamais Tané mais ce n'est pas ce que Fodéoussou dit qui est pris en considération. Ce que moi je sais, semblerait-il que, ça aussi c'est des informations que Cellou a appelé Tané pour le présenter, même s'il le fait, c'est tout à fait à son honneur. Mais donc, moi je ne veux pas que vous polémiquiez sur cette question de Tané et Gawal. Vous comprenez? Ce n'est pas à l'honneur, n'est-ce pas, d'un député de l'Assemblée qui soit mêlé à de tels... C'est pourquoi je dis que moralement, ce n'est pas justifiable, vous comprenez? Mais il se trouve que c'est deux amis, ces derniers temps, qui ont eu de bons rapports. Il y a eu ce qu'il y a eu, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et même si ça a trait à un problème qu'on connaît ou qu'on dit aujourd'hui, c'est-à-dire le problème de véhicule, je pense qu'il faut ramener ce problème à une juste dimension. Il faut aussi, s'il y a agression, que l'UFDG, n'est-ce pas, prenne de la hauteur, essaye, n'est-ce pas, de régler ce problème à l'amiable avec Tané. Parce que quoi qu'on dise, Tané est un être humain qui a droit à une intégrité physique, qui a droit à une sécurité. C'est comme si, demain, quelqu'un se levait pour aller chez Fodéoussou et il l'agressait, n'est-ce pas? Même s'il est un membre de force de l'ordre, ben, on doit condamner. On doit condamner, le gouvernement doit condamner. C'est un exemple, je donne. Je dis donc franchement, s'il y a honnêtement eu, les faits sont avérés, il faut qu'on sorte de ce débat politique politicienne autour de ce dossier, qu'on ramène le problème à leur juste mesure et qu'on mette vraiment de l'eau dans le vin de chacun pour que les vraies questions de ce pays soient au cœur de l'actualité, pas des déshydratants pareils qui concernent des épiphénomènes relationnels ou des épiphénomènes liés à des pondérances de la vie qui n'en vaut pas la peine. Honorable Baïdi, revenons à l'UFR. Nous sommes à quelques jours de la convention d'investiture du candidat de l'UFR. À quoi pouvons-nous s'attendre d'exceptionnel? Grandiose. On va se battre pour que la manifestation soit grandiose, et que le candidat de l'UFR soit accompagné par une forte mobilisation pour le début de cette campagne. Surtout du côté de Kaloum. Bien entendu. On va mobiliser Kaloum pour que la fête soit une belle fête et que nous rentrons en campagne avec une motivation, n'est-ce pas, plus... Permettez-nous de vous tirer un peu la langue là-dessus, mais vous avez vu la convention de GPT et tout ce qui s'ensuit. Qu'est-ce qu'il y a de plus exceptionnel dans cette convention qui approche? Qu'est-ce qui fera la différence? Je n'ai pas eu la chance d'assister à ces deux conventions. D'abord parce que j'avais un décès, et mieux,
c'est une convention de deux parties de la mouvance. Donc, je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais je ne vois pas pourquoi on va chercher à se comparer à ces deux conventions. On devrait être nous-mêmes, faire ce que doit être fait pour que nous soyons à même de dire que nous abordons ces élections dans les meilleures conditions possibles, et pour nous et pour nos militants, n'est-ce pas? À cela, je pense que la communication et la cellule com ont un rôle à jouer quant comment dire, à tout ce qui est lié à la diffusion de l'information et la visibilité et consorts. Donc, grosso modo, s'il y va y avoir une différence, ce sera au niveau de la mobilisation. Bien. Je crois que nous allons boucler la boucle, peut-être avec un mot de l'honorable pour la fin. Ben, il n'y a pas de mot de la fin. Je pense qu'on a tout dit et je souhaite bonne chance au candidat de l'UFR, M. Sidya Touré, si la convention le plébiscite. Et nous allons nous battre pour qu'il soit président de la République en 2015. En 2015. Voilà. Merci beaucoup. Merci.